Bonjour à tous. Aujourd'hui, première vidéo d'une série de vidéos sur comment faire un robot pour la Coupe de France de robotique. Alors, je n'ai pas la prétention de vous expliquer comment faire un robot capable de gagner la Coupe de France de robotique, hein, j'en suis moi-même incapable, mais on va essayer de faire un robot simple, de façon pédagogique, divertissante, pour que vous puissiez vous lancer dans l'aventure de la Coupe de France de robotique. Et aujourd'hui, vu que la version finale du règlement est sortie, on va pouvoir se lancer sur l'épisode 0. Alors pourquoi épisode 0? Simplement parce que je garde toute la partie technique pour les autres épisodes. Celui-là, ça va être un épisode sur comment s'organiser, comment se préparer et monter son équipe et tout ça. Aujourd'hui, donc, on va voir comment faire pour bien commencer, pour bien s'organiser, les différents outils dont vous aurez besoin pour mener votre projet à terme, et aussi des différents conseils et pièges à éviter. Alors, je parle de Coupe de France de robotique, mais tous ceux qui vont tomber sur cette vidéo ne savent pas forcément ce que c'est. Du coup, on va faire un petit résumé. La Coupe de France de robotique est une compétition amateur qui, tous les ans, rassemble des équipes issues d'écoles d'ingénieurs, d'IUT ou de lycées, et qui, durant des matchs de 100 secondes, vont voir s'affronter les robots en 1 contre 1. Les matchs sont régis par un règlement qui évolue tous les ans et qui encourage la créativité des équipes. Ce règlement comprend aussi des contraintes sur la construction des robots qui, elles, par contre, évoluent que très rarement d'une année sur l'autre. Du coup, on va pouvoir prendre le règlement des années précédentes pour commencer les bases pour les années suivantes. Ça a aussi un second avantage de faire très peu évoluer la partie robot des règlements, tout simplement pour une année développer un aspect du robot et pouvoir la réutiliser les années suivantes. La compétition est découpée en plusieurs phases. Il y a d'abord la phase d'homologation qui permet de vérifier que le robot correspond bien aux spécifications du règlement, et ensuite une phase de match, on appelle ça aussi une phase de série qui permet de faire rencontrer les robots entre eux, et enfin une phase finale pour simplement départager les meilleures équipes et ainsi déterminer qui est le vainqueur de la compétition. Il existe deux déclinaisons à cette compétition. Il y a d'abord la Coupe Junior, qui est réservée aux moins de 18 ans et où le robot est philo-guidé ou téléguidé, et ensuite la Coupe Senior pour les moins de 30 ans, et moins de 18 ans s'ils veulent s'y inscrire, où le robot, cette fois-ci, doit être autonome. En parallèle de la coupe, il y a aussi Eurobot, qui est tout simplement la même compétition, mais à l'échelle européenne. Voire même internationale, car l'année dernière, il y a même des équipes de Taïwan qui sont venues jusqu'en France pour prétendre au titre. Alors bien sûr, tout ce que je vais vous raconter ici s'applique à toutes les compétitions, et ce qui peut aussi s'appliquer à n'importe quel projet de robotique, ou n'importe quel projet personnel d'ailleurs. Bon alors, vous êtes quelqu'un de motivé, vous avez lu le règlement et vous l'avez compris, j'espère, et vous voulez vous lancer dans la construction d'un robot. La première étape, et évidemment la plus essentielle, c'est de monter une équipe. Pour monter une bonne équipe, il faut trouver des gens motivés et avec des profils assez variés pour, on va dire, balayer tout le spectre technologique nécessaire à la fabrication d'un robot. C'est-à-dire la méca, l'électronique et l'informatique. Enfin ça, bon, c'est dans l'idéal, hein, parce qu'en pratique, en fait, on prend tous les gens motivés qui passent par là, on en perd la moitié en chemin, et pour les trous de compétences qu'on a, on essaie de se former comme on peut. D'ailleurs, pour ceux qui sont encore à l'école ou dans leurs études, n'hésitez pas à demander vos enseignants et professeurs un coup de main, parce que vous n'avez pas idée déjà de tout ce qu'ils ont à vous enseigner, de tout ce qu'ils ont à vous apprendre sur la conception et fabrication de ce genre d'outils, et de l'enthousiasme de certains de ces enseignants à l'idée de faire ce genre de compétition. Il y en a, ils ne rêvent que de ça pour mettre en application vos connaissances. Alors maintenant que vous avez une équipe, comment l'organiser? Alors si vous avez une structure scolaire type lycée ou si vous êtes dans une IUT, le plus souvent, vous pourrez faire cette compétition dans un cadre pédagogique avec un de vos enseignants. Donc n'hésitez pas à leur demander, une fois de plus, de vous prêter un coup de main, ne serait-ce que niveau organisationnel, niveau budget. Ensuite, si vous êtes dans une autre structure scolaire, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre BDE pour monter un club de robotique. Ou sinon, c'est d'extérieur, il y a la bonne vieille structure associative loi 1901 qui fonctionne toujours très bien. Pour l'organisation de l'équipe en elle-même, vous pouvez soit vous organiser par rôle, c'est-à-dire un pôle méca, un pôle élec, un pôle informatique, qui vont travailler sur l'ensemble du robot et l'ensemble de ses aspects. En général, c'est l'organisation faite par les équipes assez réduites. Soit vous pouvez vous organiser par éléments de robot, c'est-à-dire vous faites une équipe qui va s'occuper par exemple de la base roulante avec un méca, un info et un élec, ou alors une équipe élec informatique qui va s'occuper du cerveau, etc., etc. Ça, en général, ce sont les équipes quand même assez importantes qui permettent de faire ça. Ça permet aux équipes de vraiment connaître l'élément sur lequel ils travaillent. Par exemple, si vous prenez l'équipe qui s'occupe de la base roulante, vous êtes sûr que s'il y a le moindre pépin, ils sont très vite comment l'utiliser, très vite comment le rectifier ce pépin, quoique l'utiliser, c'est pas tout aussi utile. Ou alors, vous pouvez faire un système, on va dire, assez mixte, en fonction de qui vous avez sous la main et de comment vous pouvez vous organiser. Après, c'est à vous de trouver l'équilibre là-dedans et de vous organiser au mieux. Ou alors, vous êtes tout seul et là, pas le choix, hein, il faut tout faire tout seul. Bien, maintenant que vous êtes organisé, il va falloir occuper vos équipes et surtout les garder motivées jusqu'au bout.
C'est rien de pire qu'une équipe qui se démotive et vous abandonne en cours de route. Ce qui est plus efficace, c'est encore d'établir un calendrier avec les différentes étapes à réaliser et les jalons à atteindre. Genre, on peut dire avoir une base roulante fonctionnelle pour Noël, la CAO terminée pour février, et avoir un robot complet monté et assemblé pour début mi-avril. Ça vous permettra d'avoir un mois devant vous pour faire des tests, des corrections, voire des optimisations. Bien, alors vous avez votre calendrier, maintenant il faut répartir les tâches, à savoir qui fait quoi et quand. Pour cela, il y a ce qu'on appelle un Gantt, ou un rétro-planning, ou un macro-planning, peu importe, de toute façon c'est plus ou moins la même chose à quelques subtilités près. Mais ça permet simplement d'étaler les tâches dans le temps, de poser les jalons et de savoir qu'est-ce qu'il y a à faire, quand, et savoir surtout si on en avance ou en retard sur le planning. Il n'y a rien de pire que d'être en retard et de ne pas s'en rendre compte. Il y a évidemment à rajouter à ce calendrier des points réguliers à faire avec l'ensemble de l'équipe. Ces points servent principalement à ce que l'équipe en entière voit l'avancement du robot, que vous puissiez discuter des points de blocage que certains pourraient avoir et que d'autres sauraient résoudre, et aussi ça permet de garder une bonne cohésion d'équipe. Par exemple, une bonne façon de faire ce genre de points, c'est de faire des soirées régulières, par exemple tous les 15 jours, une soirée debug dev et pizza, et de convier toute l'équipe pour, ne serait-ce que travailler ensemble dans une ambiance très conviviale. Avoir une bonne régularité de ces points permet de voir le robot grandir, de le faire grandir, et d'avoir assez rapidement des résultats probants et encourageants. Alors attention aux dérives avec ce genre d'organisation, notamment je pense à ceux qui vont travailler que pendant ces points et puis en dehors. Ce qui va vraiment casser le rythme et pénaliser à peu près toute l'équipe. Après, pour vraiment bien s'organiser, il faut avoir aussi des outils de communication interne. Je pense notamment au Trello que vous pouvez utiliser pour organiser vos idées entre vous, ou tout simplement faire un Discord interne à l'équipe pour poser vos idées, faire vos réunions si par exemple quelqu'un n'est pas là pour le point, et avoir un suivi de toute la progression du robot. Bon, maintenant que vous avez l'équipe et que vous êtes organisé, on va pouvoir passer à la conception du robot. Alors, il existe plusieurs niveaux dans la conception d'un robot, avec un certain nombre de priorités qu'il faudrait mieux respecter. On peut organiser ces niveaux un peu comme des niveaux de jeux vidéo, avec chaque palier à atteindre pour ensuite débloquer le suivant. Alors, le premier niveau, c'est vraiment la base du tronc, la base de l'arbre, c'est le déplacement. Oui, ça paraît bête, mais souvent c'est la partie la plus négligée par les équipes débutantes. Ça sert à rien de faire un robot qui est génial, qui est magnifique, qui peut faire ce qu'il veut, s'il est incapable de se déplacer correctement et d'aller exactement là où il doit aller pour faire son action de la façon la plus optimale. Donc le déplacement, c'est vraiment la capacité au robot de se déplacer de façon agile et précise. C'est sans doute l'étape la plus compliquée, et je conseille vraiment à tous ceux qui débutent dans la robotique de vraiment passer un maximum de temps sur cette étape. Par exemple, si vous démarrez une équipe, passez 2 ou 3 mois dessus, c'est vraiment pas délirant. Vraiment, peaufiner ce point, ça vous aidera pour cette année et pour les années suivantes. Surtout que cette année, le règlement est vraiment fait pour développer les bases roulantes, vraiment pour les optimiser. Si vous faites un robot qui ne fait que se déplacer, c'est pas grave. C'est vraiment un très bon point à faire, et ça vaut vraiment le coup de passer du temps dessus. Par exemple, pour le robot en carton, moi, il m'a fallu à peu près, 1 mois pour avoir une base qui roule, mais précise à 5 cm près, et 5 cm c'est beaucoup trop. Et du coup, j'ai repassé 1 mois de travail dessus pour descendre au centimètre, et avoir une précision au centimètre sur une base roulante, c'est déjà très correct pour la coupe. Alors, maintenant que vous avez une base roulante, il faut passer au second point. Ce second point, c'est l'ordonnancement, ou comment envoyer des ordres à votre robot, enfin à votre base roulante, et ensuite au reste du robot. Alors, cette étape comprend l'ensemble des ordres à envoyer au robot, un moyen de les envoyer, et surtout un moyen de s'assurer que le robot a bien exécuté ses ordres. Sinon, on enverrait tous les ordres comme ça, sans aucune cohérence, et le robot ferait n'importe quoi. Ensuite, la troisième étape, c'est la perception de l'environnement. C'est notamment par ce canal que les capteurs vont remonter au cerveau que les actions ont été effectuées correctement. C'est pourquoi, le plus souvent, cette partie est faite en parallèle de la partie numéro 2, simplement pour aider l'ordonnanceur à enchaîner les actions. Mais il comprend aussi la détection de tous les corps étrangers au robot, comme les éléments de jeu ou le robot adverse qu'on souhaite éviter. Ensuite, nous finissons le tronc de l'arbre de compétences par ce que j'appelle la prise de décision passive. Ça se traduit par un blocage ou un déblocage de certaines actions en fonction de l'environnement. C'est typiquement le robot qui voit le robot adverse arriver, qui s'arrête, qui attend qu'il passe, et qui reprend le cours de ses activités normales. C'est aussi ce genre de prise de décision qui permet au robot de se recaler sous le bord de la table. Au lieu de se recaler, il roule jusqu'à ce qu'il ne puisse plus à cause du bord de la table, il l'a détecté, et il prend la décision de s'arrêter et de se recaler. Donc ces 4 premières étapes font partie de la base roulante, et c'est vraiment le minimum nécessaire pour se faire homologuer, en plus d'un actionneur.
Et je conseille fortement aux équipes débutantes de vraiment se concentrer là-dessus, quitte à ne faire que ça de votre année. Parce que faire une base roulante, c'est déjà énormément de travail. Par exemple, cette année, avec un règlement qui est vraiment axé base roulante, les équipes qui ont déjà une base roulante qui fonctionne ont déjà pratiquement terminé le travail. Vous n'avez qu'à regarder la chaîne Barbatronic, il vous le dira, son robot est terminé même pas un mois après la publication du règlement. Ensuite, nous avons deux branches. La première branche, c'est l'interaction avec l'environnement. C'est dans cette branche que vous trouverez tous les actionneurs, comme les servomoteurs, les ventouses, les moteurs, enfin bref, tout ce dont vous aurez besoin pour interagir avec les éléments de jeu. Et malheureusement, c'est dans cette étape que se jettent la plupart des équipes aussitôt la lecture du règlement. Une fois de plus, c'est une bonne idée, mais d'abord la base roulante. En parallèle, nous avons ce que j'appelle la stratégie active. C'est vraiment là qu'on va changer l'ordonnancement du robot en fonction de ce que les capteurs vont nous remonter de l'intérieur du robot et de l'environnement. C'est vraiment dans cette étape que nous retrouverons toute l'intelligence du robot ainsi que les arbres décisionnaires. C'est grâce à elle que le robot peut faire le tri parmi tous les éléments de jeu, les réorganiser en fonction de ce qu'il a ramassé et de ce qui est déjà posé sur la table, et aussi pouvoir gérer plus efficacement le robot adverse. Car c'est aussi grâce à elle qu'elle pourra refaire par exemple des calculs de trajectoire pour, au lieu de simplement s'arrêter quand le robot adverse est là, faire une trajectoire de contournement. Après, ça permet aussi par exemple, en fonction de là où le robot adverse est déjà été, d'actionner certaines branches ou pas de l'arbre décisionnaire pour aller chercher des points là où le robot adverse les a délaissés. Et c'est vraiment avec cette étape qu'on retrouve pas mal de robots intelligents à la coupe. C'est ce qui différencie vraiment un robot d'un automate, et c'est le plus souvent l'étape la plus délaissée par les équipes. Vous savez, celle qu'on remet toujours au lendemain et qu'au fait de compte on ne fait jamais. Parce que la coupe, jusqu'alors, ne nécessite pas vraiment de robots très intelligents. Un automate suffit amplement à faire ce qu'il y a à faire sur la table. Et d'ailleurs, on l'a beaucoup vu les dernières années, où les robots restaient dans leur coin, n'avaient pas vraiment d'interaction, du coup, pas besoin de vraiment d'intelligence. Il suffit de faire au mieux ce qu'on a à faire, et ça fonctionne. Mais c'est amené à changer quand même. Parfois, les équipes poussent le concept tellement loin que nous arrivons à ce que j'appelle la stratégie dynamique. C'est quand le robot sait ce qu'il a à faire, qu'il connaît parfaitement la configuration de la table, qui connaît la position et la trajectoire du robot, et qui décide par lui-même ce qu'il va faire et dans quel ordre de priorité. Pour ceux qui ont souvent fait la coupe, on voit quelquefois ce genre de robot. Vous savez, c'est ce genre de robot que quand on les pose sur la table et qu'on demande aux équipes qu'est-ce que le robot va faire, ils vous répondent simplement qu'ils n'en savent rien. Mais là, on est vraiment bien au-dessus de tout le reste, et c'est quand même très rare les équipes qui prennent leur temps et qui poussent le concept aussi loin. Mais ça reste quand même des robots très plaisants à voir fonctionner sur les tables. Bon, maintenant que vous avez votre équipe et que vous savez comment vous organiser, il faut se mettre au boulot. Alors pour faire la CAO, il existe plein de logiciels. Il existe notamment FreeCAD qui est gratuit. Il existe aussi Onshape ou Fusion 360 qui sont devenus payants pour Fusion, pour Onshape je ne sais plus. Et il existe aussi des solutions pour tout ce qui est électronique comme par exemple KiCad. Pour ceux qui ne savent pas faire de conception électronique, pas de souci. Il existe aussi plein de systèmes comme les systèmes Arduino, Nucleo, STM32 ou Raspberry Pi qui peuvent facilement faire le travail. Après, c'est à vous de choisir ce que vous souhaitez et de le maîtriser. Alors après, attention à ne pas perdre le nord. Je conseille toujours aux gens de commencer par ceux qui maîtrisent, notamment au niveau de la CAO et de la conception et de la programmation. Et ensuite, quand vous avez un système qui fonctionne, là, vous pouvez vous aventurer dans des horizons un peu plus inconnus pour peut-être prendre une meilleure solution, prendre le temps de la développer, mais si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, vous avez déjà une solution qui fonctionne. Vous avez toujours un moyen de repli. Et donc, vous n'avez pas perdu votre temps. Mais l'outil, selon moi, le plus indispensable pour commencer la conception, c'est ça. Le crayon et le bloc-notes. Passez du temps là-dessus, faites beaucoup de maquettes et vous perdrez beaucoup moins de temps sur la CAO. Mieux vaut perdre du temps à faire encore et encore des dessins que perdre du temps à essayer de refaire de la CAO qu'on ne maîtrise pas forcément, tout ça pour des résultats qui ne vont pas nous plaire. Trouvez d'abord une solution qui vous plaît sur le dessin et ensuite passez à la CAO. Quitte à la modifier ensuite parce qu'il y a pas mal de contraintes dimensionnelles qui peuvent s'appliquer et que on ne voit qu'à ce moment-là. Un autre point important qui va beaucoup conditionner notre conception, c'est les moyens de réalisation que vous avez à disposition. Si vous êtes encore dans les structures scolaires, faites le tour de vos enseignants, faites le tour des ateliers pour voir ce que vous avez sous la main, et surtout demandez-leur comment vous pouvez les utiliser, ou qu'ils vous apprennent à les utiliser simplement. Après, si vous n'avez pas accès à des moyens de production, ou si vous n'avez pas de quoi vous les acheter, parce que c'est vrai qu'une imprimante 3D, une découpeuse laser, ou une CNC, c'est bien, mais ça fait quand même un sacré budget à investir. Renseignez-vous sur les Fab Labs qu'il y a pas loin de chez vous. Monsieur Bidouille a fait une très bonne vidéo dessus, je vous conseille d'aller la voir, d'ailleurs je vous la mets là en lien. Allez la voir et faites-vous une idée de tout ce qu'il y a comme matériel et de tout ce que vous pouvez utiliser, ainsi que renseignez-vous sur les gens qui pourront vous accompagner dans ces Fab Labs.
Après, si vous avez vraiment accès à rien et que vous n'avez rien sous la main, il y a toujours le système D. Par exemple, ça c'est ma base pour 2021. C'est fait à la scie sauteuse, c'est fait à la perceuse à main. Bah, ça marche très bien. Alors pour 2022, j'ai investi dans une CNC pour faire des plus belles pièces, et si vous voulez vraiment voir à quoi ressemble le robot, là aussi j'ai fait une vidéo de présentation où je le décortique intégralement. Bien sûr, il y a plein d'autres choses à faire en parallèle, comme respecter les jalons de la coupe, faire le poster, trouver des sponsors, faire un budget, prévoir le déplacement. Tout ça, c'est du travail à faire en parallèle de la technique, et ça prend beaucoup de temps aussi. Donc de préférence, ne négligez pas cet aspect de l'organisation. À côté de ça, la Coupe de France de robotique, c'est pas que la compétition, c'est aussi une semaine de rassemblement de passionnés de robotique et de technologie. Comme je dis souvent, c'est la plus grosse concentration de geeks au mètre carré que vous trouverez en France à ce moment-là. Et pour ceux qui, durant la compétition, n'ont pas grand-chose à faire, parce que souvent c'est des mechas dont la conception est terminée, ou des gens dont le robot fonctionne très bien, prenez votre temps et allez faire le tour des stands pour discuter avec les gens. Ils sont toujours prêts à parler, toujours prêts à échanger, et vous apprendrez énormément de choses. Franchement, vous y passerez du bon temps, et surtout, vous ne privez pas de faire la fête, parce que nous, on s'en prive pas. Et quand j'ai su qu'en 2022, bon nombre d'équipes ne sont pas venues parce qu'ils pensaient que le robot était pas prêt, ou qu'ils pensaient qu'ils n'étaient pas à la hauteur, je me dis que c'est dommage, ils ont vraiment raté une partie importante dans la compétition. Tout cet à côté qui aurait pu énormément leur plaire, c'est vraiment dommage d'être passé à côté de ça. Alors oui, se lancer dans cette aventure demande beaucoup d'investissement, certes. Mais après, c'est quand même très enrichissant, ça va vous apprendre beaucoup de choses. Ça va vous apprendre à gérer un projet, une conception, ça va mettre à l'épreuve vos compétences, ça va, je sais pas, susciter les vocations. Et si vous avez peur de faire des erreurs, c'est pas grave. Dites-vous que la moitié des équipes, si c'est pas pour dire toutes les équipes qui sont actuellement présentes à la coupe, auront fait ces erreurs de débutants. Et aujourd'hui, c'est sans doute les meilleures équipes. Et si vous avez peur de vous perdre dans ces technologies, il y a beaucoup de ressources en ligne. Les équipes font des blogs, font des vidéos. Il y a les lives de Barba, par exemple. Il y a, je sais pas, les forums qui existent. Il y a aussi un Discord pour les équipes de la coupe. Alors attention sur ce dernier, le Discord est réservé vraiment aux équipes de la coupe. Si vous ne faites pas partie d'une équipe, vous pourrez en trouver une sur le Discord, mais vous n'irez pas plus loin que chercher une équipe. Mais je vais quand même vous mettre des liens en description pour que vous puissiez voir ce qu'on peut faire et vous inspirer. Bon, au plaisir de se revoir à la coupe. À la prochaine. J'ai un peu aussi s'il faut. Non, c'est très bien. Vous venez d'où, vous? D'Orion, Clermont-Ferrand. Ok. C'est la première fois que vous participez? Non, ça fait 7 ans qu'on n'est pas venu, mais on avait l'habitude de venir. Donc vous renouez avec d'anciennes habitudes. Alors, je vais en profiter. Hop. Si vous deviez décrire l'événement... C'est compliqué ça comme... Alors, en 3 mots. 3 mots qui pourraient dire ce que c'est que ce qu'on fait ici. Ce qui est cool. Ah, ce qui est cool. Ou ce qui est pas cool. L'ambiance d'entraide. Oui, mais globalement, l'ambiance, elle est là. Enfin, si on a besoin d'aide, on sait qu'on trouvera quelqu'un. Le fair play. Le fair play est l'objectif. C'est de très bons résumés, ça. Super. Mais merci beaucoup. Je vais refilmer votre robot encore un peu. Il est quand même vachement stylé. Il n'y en a pas beaucoup des toits en bois comme ça, un peu beau. En général, c'était le seul à une époque. En baguette comme ça.